La Terre s'est formée il y a plusieurs milliards d'années et a subi de nombreux cataclysmes. Il y a 250 millions d'années, des phénomènes volcaniques d'une intensité inimaginable ont pratiquement anéanti toute forme de vie. Cette extinction massive a été la plus importante dans l'histoire de la Terre. Mais paradoxalement, sans elle, l'espèce humaine n'existerait pas. Nos origines remontent à un monde de feu. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. L'échelle des temps géologiques est difficile à concevoir. Alors, transposons l'histoire de la Terre en une journée de 24 heures. Les événements que l'on va observer se passent vers 22h40, soit il y a 250 millions d'années. Et toutes les espèces sont menacées d'extinction. Cette époque de l'ère primaire s'appelle le Permien. Une catastrophe a déclenché une réaction en chaîne mortelle qui a fait disparaître la plupart des espèces animales et végétales de la planète. C'est l'extinction massive la plus considérable qu'ait connue la Terre. Près de 95% des espèces ont disparu du globe. Le paléontologue sud-africain Roger Smith estime qu'il s'agit d'un des événements les plus tragiques de notre planète. Il faut imaginer l'horreur de l'extinction permienne. C'est la seule fois depuis l'apparition de la vie sur Terre que 95% des espèces terrestres et marines ont disparu en aussi peu de temps. Ce cataclysme a complètement modifié le cours de l'évolution. L'espèce humaine n'a vu le jour que parce que 5% des créatures ont pu survivre. S'il n'y avait pas eu ces quelques survivants qui se sont adaptés pour survivre à une sécheresse intense, la Terre serait une planète morte. Que s'est-il passé? Ce mystère intrigue les scientifiques depuis qu'on a découvert des traces de cette catastrophe il y a une cinquantaine d'années. Pour comprendre l'évolution des espèces, il faut comprendre ce qui a provoqué l'extinction massive permienne. Dans le bassin de Karoo, en Afrique du Sud, Roger Smith étudie une région qui abritait des animaux plus anciens que les dinosaures. Il y a 250 millions d'années, le paysage devait être très différent. Les ruisseaux provenant des zones montagneuses alimentaient des rivières, aussi larges que le Mississippi, qui s'écoulaient en méandres paresseux. L'écosystème d'alors était stable et évolué. De petits animaux herbivores, appelés dictodons, vivaient dans la plaine. Les dicynodontes, des herbivores de la taille d'une vache, broutaient massés en grands troupeaux. Mais un prédateur rôdait. Plus de 150 millions d'années avant le tyrannosaure, le gorgonopsien était le carnivore le plus redoutable sur Terre. Cet animal aux dents acérées était le prédateur le plus dangereux du Permien. Mais tous ces animaux ont été exterminés. Par quoi ont-ils été tués?
Les rochers du bassin de Karoo, en Afrique du Sud, renferment des informations sur la fin du Permien. Sous ces broussailles, les paléontologues ont déblayé des couches de roches sédimentaires datant de cette époque. Les roches sédimentaires se présentent sous forme de strates. Chaque couche correspond à une époque. Les strates anciennes sont en bas et les plus récentes en haut. Ces roches nous permettent de remonter le temps de 250 millions d'années. Une strate haut placée nous renseigne sur la fin de l'ère primaire. Je suis assis tout en haut du Permien. Et cette strate en particulier indique un changement radical. En dessous, les pierres sont plutôt vertes et bleu-gris, ce qui indique une forte teneur en humidité. Ces roches regorgent de fossiles. Mais la strate juste au-dessus est très différente. D'un coup, tout devient rouge, ce qui indique un assèchement rapide et un réchauffement. Ces pierres rouges révèlent que les températures ont connu une hausse brutale et importante. Elles marquent le moment où la vie sur Terre a failli s'éteindre. Les fossiles montrent qu'il ne restait presque plus rien sur Terre. C'est une zone morte. La vie avait pratiquement disparu, pas seulement ici. Cette zone morte caractérisée par des roches rouges se retrouve sur tous les continents. Cela signifie qu'il y a 250 millions d'années, l'évolution climatique était un phénomène mondial. Un événement de grande ampleur a fait augmenter la température d'une dizaine de degrés et a pratiquement éradiqué toutes les espèces vivantes. Notre horloge indique 22h40. Il y a 250 millions d'années, le climat s'est donc considérablement dégradé. Les scientifiques ont découvert que la température a augmenté de 10 degrés. L'importance de ce réchauffement climatique brutal a bouleversé l'évolution des espèces. Pour expliquer l'ampleur de cette disparition de masse, certains scientifiques envisagent une origine extraterrestre. Serait-ce la conséquence de la chute d'un astéroïde? On sait qu'un tel impact aurait envoyé des milliards de tonnes de poussière dans les hautes couches de l'atmosphère. Cela aurait masqué le soleil, empêché la croissance des plantes, fait chuter la température et détruit la chaîne alimentaire. La chute d'un astéroïde aurait donc pu provoquer cette extinction. Mais les traces figées dans les roches montrent que les choses se sont déroulées autrement. Depuis 10 ans, le professeur Paul Wignall et son équipe de chercheurs de l'université de Leeds en Angleterre ont examiné des roches de la zone morte qui datent de l'extinction massive. Ils ont réuni des milliers d'échantillons et filmé des heures d'enregistrement lors de leurs expéditions au Groenland. Les roches confirment la période du changement de climat, mais ce n'est pas tout. Elles ont préservé l'histoire d'une extinction de masse des espèces terrestres, mais aussi marines. Les circonstances vont peu à peu se préciser. C'est comme si nous avions un immense crime à résoudre. Le Groenland nous fournit énormément d'indices. Toutes ces informations nous renseignent sur ce qui s'est passé à l'époque. C'est probablement le meilleur témoin que nous puissions avoir sur cette période. De plus, les roches groenlandaises remettent totalement en cause la théorie de l'impact d'un astéroïde. S'il y avait eu un impact, l'extinction se serait produite extrêmement vite, en quelques semaines. Le reste aurait disparu en quelques années. Un travail propre et sans bavure. Mais les fossiles ne montrent pas de fin aussi abrupte.
Au contraire, les roches de Wignall indiquent que l'extinction s'est étendue sur une centaine de milliers d'années. C'est bien trop long pour être la conséquence d'un impact. Les découvertes faites par l'équipe au Groenland montrent que la cause est ailleurs. Le géologue Mike Benton est persuadé que la catastrophe a commencé dans les entrailles mêmes de la Terre. Si ce n'est pas un impact, une éruption volcanique serait un type plausible de catastrophe violente et rapide. Je pense qu'il faut chercher du côté des volcans. Les volcans possèdent une force destructrice inégalée. Directement reliés au centre de la Terre, ils crachent des roches en fusion et des gaz toxiques jusque dans les hautes couches de l'atmosphère. En 1975, l'éruption du Tolbachik en Russie a été tellement importante que le panache était visible depuis l'espace. Et les géologues savent que l'activité volcanique était bien plus importante il y a 250 millions d'années. Ils en ont trouvé des traces profondément enfouies dans le désert glacé de Sibérie, une des régions les plus isolées au monde. Ce sont les suites de ces éruptions qui ont pratiquement annihilé toute forme de vie. Un ancien champ de lave, les trappes de Sibérie, forme un paysage désolé. Les trappes de Sibérie sont le résultat d'une forme de volcanisme qui ne se manifeste plus sur Terre. C'est l'épanchement basaltique le plus violent qui ait eu lieu. Les éruptions volcaniques actuelles n'ont plus rien à voir avec la violence qu'elles avaient il y a des millions d'années. À la fin du Permien, des millions de kilomètres cubes de magma se sont concentrés sous l'écorce terrestre. Toute la région a été soulevée. La terre s'est craquelée et d'immenses quantités de lave ont enseveli toute la région dans une mer de roches en fusion. Ce phénomène s'appelle un épanchement basaltique. C'est le facteur déclenchant de l'extinction massive à la fin de l'ère primaire. L'épanchement basaltique de Sibérie a produit suffisamment de lave pour recouvrir sous une couche de plus de 1500 mètres de roches en fusion un territoire aussi vaste que les États-Unis. Il y a longtemps que la Sibérie s'est refroidie. L'Islande, en revanche, reste l'une des zones volcaniques les plus actives du globe. Mike Benton y étudie les conséquences d'un épanchement d'importance plus réduite. Nous nous trouvons au centre d'un champ de lave à Laki, en Islande. Cette éruption volcanique a été très bien documentée et peut nous servir de point de comparaison avec les trappes de Sibérie. En 1783, une éruption a duré près de 8 mois. Des cheminées réparties sur 25 km ont craché des jets de lave de 1200 mètres de haut. C'était modeste comparé à ce qui s'était passé en Sibérie. La catastrophe a malgré tout été considérable. Un volcan produit 3 choses. La lave, qui tue localement, mais aussi les cendres et les gaz. La lave ne s'étend pas très loin. Avec le vent, les cendres ont une portée plus longue, mais les gaz sont beaucoup plus meurtriers. L'éruption de Laki a produit d'énormes quantités de dioxyde de soufre. C'est un gaz mortel pour l'environnement. Quand il se combine avec la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère, il se transforme en acide sulfurique et provoque des pluies acides.
L'effet a été terrible. Les témoins ont rapporté que la pluie leur brûlait les yeux et provoquait des difficultés respiratoires. Le bétail était blessé et brûlé lui aussi. La végétation mourait. Toute la chaîne alimentaire se désagrégeait. Et ce n'était qu'un début. Tout l'acide sulfurique n'était pas retombé sur Terre. Les gouttelettes restées en suspension dans l'atmosphère ont réfléchi la lumière du soleil et provoqué un refroidissement de la surface. Le refroidissement qui a suivi l'éruption de Laki a été catastrophique. Il a tué plus de gens que les dommages immédiats causés par l'acide sulfurique. Il a provoqué des hivers très froids pendant 2 ou 3 ans, pas uniquement en Islande, mais sur toute l'Europe du Nord. Les récoltes ont été mauvaises, ce qui a provoqué des famines. Benton a analysé l'éruption de Laki. Il a montré que le refroidissement provoqué par l'acide sulfurique est mortel et que ses effets sont ressentis à des milliers de kilomètres. On imagine mieux les ravages causés par les trappes de Sibérie. Laki a craché des gaz et de la lave pendant 8 mois et recouvert plus de 500 km² de roches en fusion. Les trappes ont été en éruption pendant près de 500 000 ans. Ils ont produit environ 5 millions de km² de lave. C'est 200 000 fois plus qu'à Laki. En se servant de Laki comme modèle, Benton reconstitue la série d'événements qui ont transformé les éruptions sibériennes en cataclysme mondial. Les violentes éruptions en Sibérie ont probablement commencé par recouvrir des centaines de kilomètres carrés de lave, ce qui a causé une vague de destruction. Des milliards de tonnes de dioxyde de soufre ont été libérées dans l'atmosphère, provoquant des pluies acides et des hivers volcaniques. La température du globe a considérablement baissé. Aux 4 coins du monde, ce bouleversement climatique a tué des végétaux et désorganisé la chaîne alimentaire. La disparition des végétaux a entraîné celle des herbivores, comme le dicynodon, puis celle des carnivores qui les chassaient. 10% des espèces ont disparu. Mais ce n'était que le commencement. Un autre gaz rejeté par les trappes de Sibérie allait faire empirer les choses. Il est 22h40 à notre horloge. Il y a 250 millions d'années, une série d'éruptions volcaniques plonge la planète dans le chaos. Le dioxyde de soufre rejeté par les trappes de Sibérie provoque des ravages parmi les populations animales et végétales. En Angleterre, le paléontologue Paul Wignall étudie les victimes de l'extinction permienne. Les fossiles qu'il a trouvés au Groenland montrent les effets des gaz volcaniques. Les fossiles montrent que les premières victimes ont été les végétaux. La composition des plantes commence à changer. Puis on remarque que les spores ont subi des mutations étranges. Les fossiles de végétaux reflètent un monde qui lutte pour s'adapter au bouleversement climatique. Ils montrent aussi les effets d'un autre gaz volcanique mortel, le dioxyde de carbone. Le nombre de pores à la surface des feuilles nous renseigne sur la quantité de dioxyde de carbone contenu dans l'air.
Les végétaux utilisent le dioxyde de carbone pour produire leur propre énergie. Ils l'aspirent grâce aux pores situés sur leurs feuilles. Plus l'atmosphère est riche en CO2, moins la plante a besoin de pores pour l'absorber. En étudiant les feuilles fossilisées d'il y a 250 millions d'années, les scientifiques ont découvert que le nombre de pores avait considérablement réduit. Il semblerait qu'au début de l'extinction, le niveau du dioxyde de carbone ait augmenté. Cela signifie que les épanchements basaltiques de Sibérie ont libéré des milliards de tonnes de CO2. Ce gaz à effet de serre a transformé le refroidissement de la planète en réchauffement. Les scientifiques estiment que la teneur en CO2 de l'atmosphère était près de 20 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est plus que suffisant pour affecter le climat. Le réchauffement progressait à très grande vitesse. Les épanchements basaltiques des trappes ont provoqué une hausse des températures d'au moins 5 degrés centigrades. Leur caractère épisodique indique des hausses par palier. 5 degrés, cela peut paraître peu, mais l'impact sur le climat est considérable. Le réchauffement de l'atmosphère affecte la production de pluie et l'importance des précipitations. Le CO2 a fait augmenter la température et modifier le système climatique. Dans les zones équatoriales, les pluies ont tout simplement disparu. En Afrique du Sud, le bassin de Karoo a ressenti cette évolution de plein fouet. Des plaines florissantes sont devenues un désert desséché. Le paléontologue Roger Smith étudie l'impact de cette rapide évolution sur la population du bassin. Il vient de trouver une des victimes. Ici, nous avons un crâne de Dicynodon. C'est un herbivore du Permien qui avait la taille d'une vache. Cette strate se situe juste sous l'extinction. C'est donc certainement un des derniers représentants de son espèce. Le réchauffement de la planète constitue un tournant essentiel dans l'histoire de l'évolution. Les animaux et les végétaux ont subi la sécheresse et la famine. 35% d'entre eux ont disparu. Les retombées des trappes de Sibérie ne s'arrêtent pas là. L'augmentation des températures a provoqué une réaction en chaîne. La deuxième phase de l'extinction concerne les océans. À la fin du Permien, les espèces marines sont très diversifiées. Des récifs complexes accueillaient des coraux et d'autres sortes de créatures fixées au fond marin. Des requins sillonnaient les eaux de surface. On peut imaginer que l'eau était bleu clair, comme les mers tropicales. De loin, cela devait ressembler aux récifs coralliens modernes. Mais avec l'évolution du climat, ce monde touchait à sa fin. Le paléontologue Paul Wignall a trouvé des preuves attestant que l'étape suivante de l'extinction de masse s'est déroulée dans les océans. Ce sont de beaux échantillons originaires du Groenland. Ils sont bien noirs au premier abord, mais ces petits cristaux dorés à la surface sont très révélateurs. C'est de la pyrite, aussi appelée l'or des fous. On n'en trouve que dans les fonds marins dépourvus d'oxygène. Cette découverte est capitale. L'or des fous ne se forme que dans un environnement très pauvre en oxygène. Cette découverte dans des roches datant de 250 millions d'années ne peut signifier qu'une seule chose. D'une manière ou d'une autre, l'oxygène avait disparu des océans. Il s'est produit un fait essentiel dont on ignorait tout.
On constate une disparition soudaine de l'oxygène à la fin de l'extinction massive du Permien. C'est un phénomène radicalement nouveau. Nous nous sommes rendus compte que l'extinction s'était déroulée différemment dans les océans. Le manque d'oxygène ne suffit pas à lui seul à expliquer la mort d'autant d'espèces marines. Des recherches menées dans le parc national de Green Lakes, dans l'État de New York, ont permis de résoudre cette énigme. Lee Kump, spécialiste de géologie marine, pense avoir découvert quel processus a exterminé presque toutes les espèces marines il y a 250 millions d'années. Nous sommes à Green Lake parce que ce lac représente un microcosme de ce que l'océan devait être à la fin du Permien. C'est un lieu exceptionnel, parce que malgré une surface ordinaire, le fond est empoisonné. Le lac a l'air normal. Pourtant, il se meurt, comme l'océan primitif du Permien. L'eau stagne et le taux d'oxygène diminue. Depuis 5 ans, Kump et une équipe de plongeurs de l'Université de Pennsylvanie étudient la lente agonie de ce lac. Au fond, ils ont découvert d'étranges colonies de bactéries pourpres sulfureuses. Ces organismes vivent dans des eaux riches en sulfure d'hydrogène, un gaz très toxique. La bactérie produit ce sulfure d'hydrogène dans de l'eau dépourvue d'oxygène. Une fois que l'oxygène a pratiquement disparu, les organismes qui ne supportent pas l'oxygène commencent à se développer. Ils rejettent du sulfure d'hydrogène, qui est un véritable poison pour les espèces qui ont besoin d'oxygène. Le sulfure d'hydrogène est un ingrédient essentiel dans la formation de la pyrite. Ce lac subit le même phénomène que les mers de la fin du Permien. Cela explique la grande quantité d'or des fous découverte dans les roches groenlandaises datant de 250 millions d'années. Kump et son équipe étudient l'augmentation du taux de sulfure d'hydrogène dans le lac. Pour cela, ils mesurent la croissance de la bactérie pourpre sulfureuse et enregistrent la profondeur à laquelle la bactérie est présente. Ils savent qu'ils l'ont trouvée quand l'eau devient rose. Nous cherchons de l'eau rose parce que c'est un bon marqueur de la présence de la bactérie. Quand la population est assez dense, les bactéries parviennent à colorer l'eau. Aucun animal qui respire de l'oxygène ne peut survivre au-dessous de cette couche d'eau rose. Kump a cartographié l'évolution de la profondeur à laquelle l'eau devient rose dans le Green Lake. Burke. Oui, c'est bien ça. Il a découvert que le taux d'oxygène dans le lac diminue, alors que celui de sulfure d'hydrogène augmente. L'eau rose se rapproche de la surface. Cela signifie que le poison remonte et tue tous les animaux qui respirent de l'oxygène présent dans le lac. Le Green Lake est une étendue d'eau assez réduite, mais on peut imaginer les effets sur une plus grande échelle. Si nous avions une image satellite de l'océan au Permien, les zones qui sont vertes aujourd'hui apparaîtraient en rose, à cause de la présence de la bactérie pourpre sulfureuse. Les recherches que Kump a menées au Green Lake nous donnent un aperçu de ce que les océans subissaient à l'époque de l'extinction massive. Les roches datant de cette époque révèlent que le phénomène était mondial. Les mers et les océans manquaient d'oxygène et devenaient toxiques. On ignore quel événement majeur a pu provoquer cet état. Dans le Green Lake, c'est la faute de l'eau stagnante.
Les chercheurs ont récemment découvert qu'il y a 250 millions d'années, les courants marins ont cessé de circuler. Normalement, c'est à la surface des océans que l'oxygène se dissout dans l'eau. Puis il est transporté par les courants qui circulent de l'équateur vers les pôles. À l'équateur, le soleil réchauffe l'eau. L'eau chaude se déplace vers les pôles où elle refroidit et apporte l'oxygène dissous en profondeur, ce qui permet à l'océan de respirer. Le phénomène existait déjà il y a 250 millions d'années. Mais à cause des trappes de Sibérie, la température a d'abord augmenté d'environ 5 degrés. C'est très important pour le monde dans son ensemble, parce que tous les courants océaniques ont été affectés. C'est comme si on laissait un aquarium devant une fenêtre en plein soleil. L'eau stagne et l'oxygène disparaît. C'est ce qui s'est passé à l'échelle des océans à la fin du Permien. Les preuves indiquent que le réchauffement rapide dû au gaz volcanique a affecté l'atmosphère aussi bien que les mers. L'oxygène a arrêté de circuler, ce qui a permis aux bactéries pourpres sulfureuses de proliférer. Nous pensons que le réchauffement a encouragé la production de sulfure d'hydrogène dans les fonds marins. Le gaz a fini par remonter vers la surface en tuant tous les organismes qui respiraient de l'oxygène jusqu'à